Alors, nous avons maintenant un petit moment d'échange avec, j'allais dire, l'équipe du film, puisque le réalisateur est là et certains des personnages que vous avez aperçus dans le film. Alors, ma première question va au réalisateur, d'abord, qui va permettre peut-être de rentrer dans le vif du sujet. Ma première question, c'est de savoir pourquoi vous aviez choisi ce sujet. Est-ce que c'est parce que vous vous étiez intéressé aux réfugiés espagnols et que finalement vous en êtes arrivé à ça, ou parce que peut-être que on est la question de Zigane, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, on pourra peut-être parler de ça, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu dans l'angle mort de la mémoire nationale, donc, ou est-ce que c'est pour toutes ces raisons, ou encore beaucoup d'autres, je ne sais pas. Oui, bah c'est pour ces deux raisons. C'est vrai que quand j'ai fait No Passará, un album souvenir en 2003, je suis allé sur les lieux de mémoire de l'internement des républicains espagnols, et je me suis rendu compte que dans ces camps, il y avait eu aussi, pas toujours, mais parfois, les tziganes. Et donc c'était une autre histoire, et je ne pouvais pas la raconter en même temps que je racontais l'histoire des républicains espagnols. Donc je me suis dit, j'aimerais faire un film sur l'internement des tziganes. Et puis après, il y a eu ce que je raconte au début du film, cette suite de hasards, de rencontres comme ça, et puis la rencontre avec Alain et Maria à la commémoration du camp de Jargeau. Et puis voilà, je me suis dit, ça y est, je fais ce film presque 20 ans plus tard. Et les deux films se rejoignent un peu. Et c'est vrai que, comme vous dites, c'était quelque chose qui est un peu absent de notre champ de vision historique. Et donc, j'avais envie de consacrer du temps, comme ça, à explorer cette mémoire. Et c'était l'occasion aussi de rencontrer les tziganes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Maria et Alain Domas. Je disais tout à l'heure pendant la présentation que Alain est président de l'UFAT, l'Union française des associations tziganes. Donc, ce sont tous les deux des grands militants de la cause tzigane. Et puis, Elios est avec moi aussi. Elios que vous avez vu dans le film et dont vous avez entendu la musique aussi. L'homme à la clarinette, exactement. Donc voilà, moi je suis très content qu'on soit tous les quatre aujourd'hui pour vous rencontrer, et je crois qu'on attend vos questions en fait, vos réactions au film. Merci beaucoup. Pour ma part, j'ai été frappé, je ne le savais pas, que c'est qu'en 2017 qu'en réalité, je crois suite à votre action, que les gens du voyage n'ont pas été obligés d'avoir leur fameux carnet qui les suivait partout. Ce qui remettait évidemment en cause le principe d'égalité républicaine. C'est 35 ans aussi de combat sur les discriminations d'un peuple qui est là depuis 600 ans, par lequel a marqué l'histoire, mais qui n'est jamais mentionné. Je remercie surtout Henri François d'avoir exhumé quelque part cette histoire des tziganes, parce que c'est quand même une histoire que l'on connaît qu'à travers des légendes, des stéréotypes, des choses comme ça, par lesquelles on est porteur de tous les soucis de chaque pays où l'on pose le pied, parce que, je le dis encore, on n'est nulle part bien reçu sur le sol qui nous a vu naître. Donc, c'est quand même difficile, et ça a été très difficile pour moi, surtout, et ma génération future, de pouvoir dire qu'il existait un pays qui s'appelait la France, par lequel on pouvait respecter les droits de l'homme. Mais, comme je dis toujours à mes enfants, je n'ai pas encore trouvé ce pays. Hélas, parce que dans cette histoire que vous voyez avec Thierry Patraque, justement, c'est un grand militant aussi à travers la culture. Et dans cette histoire, on est toujours à la recherche, justement, de cette, de cette reconnaissance d'être des citoyens à part entière, mais qu'on vit une différence totale, comme je l'ai expliqué, que les valeurs dans le monde sédentaire ne sont plus les mêmes dans notre monde à nous. On privilégie, si vous voulez, le côté humain, plutôt que le côté matériel, parce que c'est des choses qui nous touchent beaucoup. On est attaché à rien. Bien sûr, on veut faire comme tout le monde, réussir, mais ça nous importe peu. Ce qui compte surtout, c'est la famille au sens très large. Voilà.
on énumère bien dans le film l'histoire de cette discrimination qui a été mise en 1912 par Albert Bertillon, justement, pour contrôler une population à travers ce qu'on appelait à l'époque le carnet anthropométrique, où il fallait à chaque déplacement le faire viser par la mairie ou la gendarmerie. Et en 1969, on s'est aperçu que c'était quand même discriminatoire. On l'a transformé en carnet nomade. Mais le système restait quand même le même, avec des échelonnements des visas un petit peu plus espacés. C'était pas tout le temps, mais c'était tous les 3 mois. Donc on vous suivait à la trace, et chaque fait et geste que vous puissiez faire, on savait où vous étiez à tel moment, comme ça et comme ça. Bref, c'était une canalisation des êtres humains qui sont là depuis, comme je vous le dis, depuis 600 ans, qui n'ont jamais appartenu à la France, malgré que la patrie, quand elle était en danger, on était là en 14-18, mon grand-père a fait 14-18, mon père a pris le maquis, on a fait l'armée, on a fait, je pense, tout ce qui était possible pour donner à la France aussi cette possibilité d'avoir des citoyens, mais qui n'a jamais été reconnue. Et l'histoire de cette abolition du livret de circulation, c'est vrai que j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer un président de la République qui est un ami, qui m'a aidé beaucoup dans cette démarche, qui s'appelle François Hollande, et par lequel on a travaillé ensemble justement sur cette abolition. Et on a été des citoyens à part entière qu'en janvier 2017, quand le décret est arrivé. Ça a été une longue histoire, ça a été un énorme combat. J'ai pu enfin dire à mes enfants, aujourd'hui vous êtes français. Je sais que c'est compliqué. Oui, c'était en 2017, oui, excusez-moi si je ne l'ai pas dit. C'est vrai. Mais ça a été quand même une histoire qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai très mal vécue, à travers ma famille, à travers toutes les gens qui m'ont soutenu et tout ça. Mais je n'ai pas fait que. J'ai fait aussi cette histoire qu'Henri François a pu mettre aussi à jour, c'est l'histoire aussi de la mémoire. La mémoire qui nous a beaucoup passionnés, par lequel on a intitulé ça aussi la mémoire française, qui était passée sous silence. Pourquoi? Parce que aucune traçabilité, aucune commémoration ne se faisait, il n'y avait rien de tout ça. Et on a eu ce privilège quelque part aussi de se battre tout seul, en tout et pour tout, pour pouvoir remettre cette mémoire en route. C'est ce qu'on a fait à Jargeau, c'est ce qu'on a fait à Saint-Siste, c'est ce qu'on a fait au Veldiv aussi maintenant, puisqu'on en fait partie aussi. Voilà, c'est sur l'internement sous le gouvernement de Vichy. Voilà. Je ne voudrais pas trop parler parce que... Après, non, je crois qu'on est tous assez impressionnés un peu, et assez émus par votre propos et par effectivement la mise au jour de cette part d'ombre de la mémoire nationale, peut-être, chose qu'on ignorait plus ou moins. Donc merci monsieur. Je voulais poser une question à Hélios. Je crois que la mémoire gitane n'est pas sans rapport avec la mémoire juive. On a vu la place de la musique, peut-être que la musique klezmer a quelques liens avec les Balkans, la Turquie, et peut-être quelque chose qui s'apparenterait peut-être à une histoire aussi des gens du voyage. La discrimination, on a parlé de la discrimination pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, hein, puisque ça a été rappelé pendant le film, et c'est tout naturellement, visiblement, que vous avez travaillé avec M. Patrak, je crois, au mémorial de la Shoah. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le cadre de ce travail partagé? Je reçois, c'était la première fois, un coup de fil du ministère de la Culture. C'était bien la première fois que le ministère de la Culture m'appelait pour me proposer d'écrire une œuvre, de composer une œuvre sur la mémoire des nomades internés, puisque François Hollande a décidé de reconnaître les torts, officiellement, de l'État français dans cet internement abject, et d'autant plus abject que cet internement s'est poursuivi après la guerre. Après la guerre, la gendarmerie française a continué à interner ces pauvres forains nomades de manière absolument ignoble. Bon.
Et alors, c'était très drôle, puisqu'on m'a dit, alors Hélios, il faut que je vous prévienne, ils sont très susceptibles. Alors, on vous connaît, on connaît votre humour, bon, mais ça va être compliqué, il faut que vous leviez un petit peu le pied quand même. Alors je leur dis, écoutez, c'est Astérix en Corse ou quoi, enfin, de rencontrer ces gens-là? J'avais un rendez-vous au ministère et je dis, écoutez, s'ils sont susceptibles, vous leur direz qu'un Gadjo sera très heureux de pouvoir honorer des goyes. Et il m'a dit, surtout, celle-là, vous la faites pas. Et on a eu ce rendez-vous au ministère, tout à fait intéressant, où c'était l'occasion ou jamais de mettre les pieds dans le plat et de dire ce que je pensais réellement. Et je leur ai posé la question à tous les représentants des gens du voyage, comme on dit, annulant d'ailleurs le singulier. Un gens du voyage, non, des gens, comme si c'était un groupe, naturellement. Bon. Je leur ai posé la question, je ne sais pas si tu étais là ce jour-là, Alain, je ne me rappelle pas que tu sois là à ce moment-là, mais je leur ai posé la question, est-ce que vous connaissez le nom de l'opéra le plus représenté dans le monde? Alors, ils n'ont pas su me répondre, et je leur ai dit, c'est un opéra qui s'appelle Carmen, de Georges Bizet. Et vous savez pourquoi, à la fin, vous savez pourquoi est-ce que cet opéra a du succès? Parce qu'à la fin, la bohémienne meurt assassinée. Carmen meurt assassinée. Eh bien moi je crois qu'on peut aimer les tziganes sans qu'à la fin ils meurent, de la même manière qu'on peut aimer un juif sans qu'à la fin il soit crucifié. Et on est devenus potes d'un seul coup à ce moment-là. J'ai composé cette œuvre qui a été représentée au camp de Montreuil-Bellay, juste avant le discours de François Hollande, à qui j'ai quand même fait tourner la tête au moment où j'ai commencé mon solo de clarinette. Et il y avait là 1500 personnes, c'était énorme. Et je n'ai jamais aussi brutalement rencontré la fraternité que ce jour-là. La fraternité étant quelque chose de très complexe. Je vais vous raconter une blague que m'a raconté un musicien de Tbilissi, géorgien, qui pourrait être une blague juive. Elle le mériterait amplement. Vous avez deux hommes devant un gâteau. Et il y en a un qui a un couteau et qui dit à l'autre, évidemment, on partage en frères. Et l'autre dit, ah non, 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 on fait moitié-moitié. La fraternité est une chose complexe. Et je me souviens très bien de très très grands moments de joie et de ce jour où un nomade, gens du voyage, tzigane, que c'est, me dit, Hélios, t'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici, c'est pas ton histoire. Tu t'appelles Azoulay, t'as rien à faire ici. Et je lui dis, t'as tout à fait raison, mais maintenant que je suis là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et c'est comme ça qu'on a commencé, que j'ai eu la chance ensuite de rencontrer Thierry Patraque, qui est un homme de feu, d'énergie et de désordre, et je crois qu'on s'est retrouvés tous les deux. On m'a proposé de faire ce spectacle, et quand le metteur en scène m'a appelé, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez? Qu'est-ce que je voulais que je fasse dans votre spectacle? Et il m'a dit, mais vous faites ce que vous voulez. J'ai dit, ok, parfait. Vous voyez, une bouchée de liberté, c'est toujours bon à prendre. Et c'était vous qui me l'offriez, donc c'était génial. Voilà. Merci. Merci pour ce beau témoignage. On peut revenir peut-être au film. Moi, je me posais la question de savoir si le film circulait, avait été montré, peut-être des communautés gitanes. J'ai en mémoire ce que disait Thierry Patraque, de l'idée que, en fait, il y avait une forme de désir de reconquête, en fait, de retrouver le patrimoine, de le fixer, de le transmettre, etc. Et je pense que ce film peut parfaitement convenir. Et quelle a été sa diffusion? Est-ce que voilà, ça a donné lieu à des rencontres même si je sais que le film est récent, mais voilà, j'imagine qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre désir de transmettre à votre tour. Oui, tout à fait. On fait régulièrement des projections rencontres comme aujourd'hui. La dernière à laquelle on s'est retrouvés, c'était à Montclar de Quercy, il y a 3 semaines, je crois, Alain. Et donc voilà, c'est l'occasion à chaque fois, avec soit Alain, soit Thierry,
d'autres associations, des gens qui ne sont pas dans le film, mais des militants, des communautés tziganes. Donc à chaque fois, voilà, on essaie d'organiser en partenariat avec une salle de cinéma ou un lieu culturel, une médiathèque, etc., une association, en partenariat avec des associations locales de gens du voyage. Et on essaie comme ça de faire vivre le film petit à petit. Alors très souvent, on nous dit que c'est une découverte, que c'est un moment de rencontre, et ça donne lieu à des échanges en général assez longs. Bon, comme voilà, moi je trouve que c'est ce que tu m'as dit, Alain, la première fois que tu as vu le film. J'étais venu le montrer avant de le finir, et tu m'as dit, quand tu l'as découvert sur grand écran, pas encore mixé, pas encore achevé, mais tu m'as dit, voilà quelque chose avec lequel on peut travailler. Et donc moi j'ai entendu ça comme un outil, quoi, un outil de travail, à la fois à destination des spectateurs de cinéma, mais aussi des associations, des militants. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous d'être aujourd'hui avec vous dans ce festival Joséphine Baker. Je vous remercie beaucoup, parce que Claude venait de m'indiquer qu'en réalité il y a une autre conférence qui se prépare à côté. Donc pardonnez-moi pour la brièveté de l'échange. Et puis il y a peut-être une question ou deux, parce que je suis désolé. Voilà, je vais transmettre mon micro, mais je ne vais pas me faire engueuler à mon tour. C'est pas une discussion entre vous. Non, moi, comme militant de la LICRA, je dirais, je m'intéresse à l'aspect. Enfin, vous avez fait état des discriminations jusqu'en 2017, finalement. Hein, en 1972, il y a la loi Pleven, la loi contre le racisme. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'il y a eu une incidence de cette loi par rapport à cette discrimination? En plus de ça, une discrimination qui était quasiment une discrimination d'État. Alors, quelle est l'interférence entre cette loi contre le racisme, qui porte le nom de loi contre le racisme, et puis votre situation? Est-ce qu'il y a un bilan, un regard juridique de votre part? Est-ce qu'il y a un bilan juridique à dresser, et quel est-il? Je vais vous énumérer, s'il vous plaît, la question sur le racisme au niveau de notre communauté. Déjà, le racisme chez nous, il a plusieurs facettes. Par le faciès, par notre comportement, par notre façon aussi de vivre. La caravane, ça dérange, ça gêne, ça perturbe, ça ne va pas dans le paysage. Il y a tous ces critères qui sont mis en jeu. Aujourd'hui, vous pouvez me dire quel est le politique qui s'intéresse à l'antiziganisme? Personne. Il n'y a absolument personne. J'ai interpellé les gens. J'ai interpellé les politiques. J'ai interpellé Mme van der Leyen justement à ce sujet-là, au niveau européen, parce que j'ai visité quand même les camps aussi, dans lesquels je vois mes frères, mes sœurs. C'est quand même terrible, lamentable de voir aujourd'hui encore, quand on parle de racisme, qu'on soulève médiatiquement. Vous avez eu la preuve il n'y a pas si longtemps avec Engie, ce qui s'est passé. On s'est focalisé sur la communauté, on ne s'est pas focalisé sur le fait qu'il y a eu, monsieur le procureur a plutôt projeté la communauté comme quelque chose, c'est l'omerta, c'est ceci, c'est cela, enfin bref, on en a rajouté. On ne dit pas. J'ai rappelé les journalistes en disant qu'il ne faut plus évoquer le mot camp. Le mot camp, ça nous évoque aussi à nous des souvenirs très lamentables que nos parents ont vécus. On a travaillé sur ce qu'on appelle les terrains d'accueil. Ben, il n'y a rien à faire. Les médias n'ont fait qu'accentuer justement ce racisme. Vous avez en 2010 le discours de Grenoble. On n'a pas pénalisé un chef de l'État qui augmente justement ce racisme envers la communauté rome et tzigane. Personne ne s'est opposé à ça. Que ce soit dans tous les domaines par lesquels les lois ont été faites pour les gens du voyage, vous pouvez être sûr que derrière tout ça, il y a une autre loi ou une deuxième loi qui va contrer tout ça. Il n'y a rien qui est fait actuellement. Aujourd'hui, vous vivez l'anti-tziganisme. D'ailleurs, vous ne pourriez pas supporter ce que l'on supporte, moi, encore à 72 ans, là, même par les voisins qui vous tendent la main, par lequel on leur donne à manger la plupart du temps et qui vous mettent un poignard dans le dos. Pardonnez-moi, mais ma question portait sur la loi de 72, l'effet de la loi de 72 par rapport à cette situation qui est faite aux tziganes. Est-ce qu'il y a un bilan juridique à faire à propos, à hauteur de cette loi de 72? Pour la LICRA, la loi de 72, ça a été, la LICRA a été partie
prenante dans l'élaboration de cette loi, dans le vote de cette loi, avec le MRAP également. Est-ce qu'il y a un bilan quant à cette loi de 72, depuis qu'elle existe, à dresser un bilan juridique? Est-ce qu'il y a eu des procédures? Est-ce que vous pouvez quantifier ces procédures? Quelles en sont les difficultés? Voilà, c'était ma loi. C'était une question très technique, je ne suis pas juriste, mais non. Ça intéresse. On n'a rien eu de concret à ce jour ou quoi que ce soit par rapport aux lois qui ont été faites aussi dans ce sens. Absolument pas. Oui, j'appartiens à la LICRA depuis 1970 et j'ai eu le bonheur d'être l'épouse d'un avocat qui a créé cette commission juridique qui a commencé à se battre contre le racisme et l'antisémitisme cette année-là. Donc, Alain, il n'y a pas eu d'histoire de ce combat pour les Roms, mais il y a des avocats, comme mon mari, qui a accompagné les Roms au maximum et s'est battu pour les aider. Et malheureusement, ça n'a pas fait boule de neige. Hein, donc, alors non seulement il s'est battu dans les tribunaux pour se constituer pour les communautés roms, tziganes, etc., mais de plus, dans les années 80, vous le savez parfaitement, le génocide tzigane n'était pas reconnu. Donc Patrick s'est battu pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se constituait devant un tribunal contre les falsificateurs de l'histoire, les forissons, etc., il se constituait pour le génocide des Juifs et le génocide tzigane. Et tout ça, c'est bizarre l'histoire, comme notre rencontre dans la voiture hier. Maman a été déportée à Auschwitz. J'ai épousé un garçon qui n'était pas juif. Quand il a connu maman, il a découvert ce que c'était que la déportation. Et maman lui a dit, mon bloc était devant les familles tziganes. Et maman lui racontait ce qu'on avait fait aux tziganes. Donc automatiquement, quand il est devenu un avocat de la LICRA, dans sa tête, il y avait les juifs et les tziganes. Et c'est comme ça qu'on se bat. Et c'est comme ça qu'on est frères. Et comme à l'origine, je suis une musicienne. Si vous voulez, pour moi, c'est la même musique. C'est la même souffrance. C'est la même mort. Voilà. Merci beaucoup, madame. Vous savez, depuis 2010, excusez-moi, depuis 2010, on est invité quand même aussi au mémorial de la Shoah. Donc, au Veldiv, on peut quand même s'exprimer, mais ma première pensée, mon premier discours, il est justement destiné aux Juifs. Pourquoi? Parce que c'est une souffrance commune, qu'on soit gitan, qu'on soit ce que l'on soit. Justement parce qu'on ne parle pas des homosexuels, on ne parle pas des malades, on ne parle pas de tout ça. Donc, quel que soit l'être humain qui a subi justement ces tortures, cette souffrance, elle est encore présente. Demain, j'ai un discours à faire justement où j'évoque 80 ans justement de cet anniversaire à côté d'Agen où on a massacré 14 tziganes, à majorité des enfants, que l'on voit ici à Saint-Sist. Et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Même nous, les petits-enfants justement de ces générations qui ont vécu ça, c'est quelque chose qui nous marque et par lequel il faut corriger, justement, il faut être vigilant. On a eu l'histoire de certains politiques qui se sont avancés aussi à mettre la communauté en avant sur tout ce qui est problématique, parce que quand ça va mal dans un pays, c'est toujours la faute aux Roms, aux Gitans, enfin bref, il faut des boucs émissaires, c'est comme ça. Donc, on a surmonté un peu ça, et on continuera à le surmonter parce que ça fait partie de notre fardeau, de notre quotidien. Alors, merci beaucoup. Alors, deux petites interventions, mini-interventions, sont demandées, deux mini-réponses, parce qu'on me rappelle encore qu'il y a un débat qui a déjà commencé sur les femmes iraniennes dans l'autre lieu, donc il faut essayer d'articuler deux, pardon, pour couper des interventions aussi émouvantes. Merci beaucoup. Question très très rapide en deux volets. Le film illustre un camp en particulier, donc pendant la guerre. Est-ce que ça s'est déroulé sur toute
la zone de l'État français ou c'est uniquement sur ce camp-là, en particulier, l'internement des Tziganes? Non, l'internement, c'est dans une trentaine de camps en France, répartis sur le territoire, mais majoritairement sur le sud. D'accord. Mais il y avait aussi l'assignement à résidence. D'accord. Donc c'est une histoire d'autant plus compliquée que chaque préfet a mis en place l'internement et l'assignement à résidence de manière un peu disparate. Donc en fait, voilà, les historiens font un travail très précis qui raconte tout cela, mais dans un film comme celui-là, on ne peut pas raconter toute l'histoire. L'histoire, elle est immense. Et deuxième volet, est-ce qu'on a une explication pourquoi l'État français a fait le choix de l'internement donc pendant la durée de la guerre, voire même au-delà, des Tziganes, alors que dans les autres pays européens, ils ont accompagné, voire même précédé les Juifs dans les camps de la mort? Est-ce qu'on sait? L'explication, elle est toute simple. L'identification. On est gitans, il faut les interner. Pourquoi? Parce que c'est quand même des gens qui sont... comment dire? Il n'y a personne en face d'eux pour répondre justement ou s'opposer à quoi que ce soit. Ça, on l'a vu à travers l'Europe, on l'a vu à travers toutes sortes de pays. C'est bien, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Les boucs émissaires, il faut que ça serve. Donc on a profité justement de ces faits de guerre, de ce conflit qu'il y a eu, pour pouvoir résoudre en quelque sorte le problème de ces itinérants, ce qu'on appelait les nomades à l'époque. Donc c'est très bien, c'est arrivé. On a ouvert 32 camps où on les a répartis sur le territoire national et on a enfermé les gens là-dedans. D'ailleurs, vous avez qu'à voir, on les a quand même libérés parce que 2 ans après la fin de la guerre, après avoir libéré les collabos, les prisonniers quand même. Donc, parce qu'après c'est... voilà, il y a quand même une opinion après qui s'est levée un petit peu de dire pourquoi on continue à interner ces enfants sous le couvert quand même de l'égide de terner politique. Donc les enfants, les femmes et tout ça, on les a internés. Mais il faut voir après, ce qu'on n'énumère pas, c'est les conditions dans lesquelles ils ont vécu ceci. C'est les taux de mortalité très élevés chez les enfants et les vieillards, la malnutrition, les épidémies, l'insalubrité, tout ça s'ajoute, et les détournements aussi de nourriture qui leur étaient destinés la plupart du temps. Voilà dans les conditions aujourd'hui. Et on les a dépouillés de tout quand on les a appris. Ils n'ont rien retrouvé. Une dernière question avant éventuellement le débat sur la situation iranienne. Ma question n'est pas une question, en fait, c'est quelque chose qui va déranger. Ça ne me dérange pas moi. Vous parlez, en fait, nous avons tous parlé de la mémoire nationale. Et ce qui me dérange dans la mémoire nationale, c'est en fait à quel point les Français se sont déculpabilisés de ce qu'ils ont fait, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la majorité des Français, je suis désolée, la majorité des Français étaient pro-allemands. Et donc, quand on parle de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en France, c'est les Allemands. Eh ben non, c'est pas les Allemands. Le Veldiv, c'était les Français. Ça, c'était les Français. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça c'est quelque chose qui devrait vraiment faire partie de la mémoire nationale. C'est le fait que les Français étaient en particulier, comparés, je suis désolée, aux autres pays, mais les Français, ils étaient particulièrement d'accord avec ce qui se passait en France. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la mémoire nationale. Là, on rentre dans un immense débat. Oui, je suis tout à fait ça, c'est un peu chaud, là, à cette heure-là. Non, mais quand on reprend l'histoire de la montée du pouvoir, justement, du fascisme en Allemagne, il faut comprendre que c'est beaucoup des industriels français qui sont derrière, américains et tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on se doute bien, on le sait, parce que ce qui s'est passé à Saint-Sist, le massacre, c'est une simple dénonciation de 2 femmes italiennes. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est bien spécifié. Donc, on a cette répercussion, quelque part, parce que quand il y avait des évadés chez nous, ils étaient ramenés quand même au bout de la fourche par les paysans. Donc ça aussi, on ne les a pas aidés dans ce sens-là. En tout et pour tout, il y a la méfiance des gitans, mais il y a la méfiance aussi du monde sédentaire, aujourd'hui encore. Pourquoi? Parce qu'il y a les séquelles justement de cette aventure. Il y avait déjà ça avec Abel et Caïn. C'est vrai. J'étais une fois à une réunion interministérielle de la mémoire qui avait lieu à la Défense,
Je pense que tu étais là ce jour-là. D'ailleurs, cette convocation des gens du voyage à l'Arche de la Défense était était un paradoxal tellement stupide. Il n'y a rien de moins anti-voyage que l'Arche de la Défense en France. Et on était dans une de ces salles sans saveur, sans âme, rectangulaire. Et il y avait des gens du CNRS qui étaient là. Et tout le monde, avec les gens du ministère et les gens du voyage présents, essayait d'établir le processus qui pourrait consister à recueillir la mémoire de celles et ceux qui ont été déportés. Et les gens du CNRS ont établi qu'il fallait former des gens, donc il fallait 6 mois de formation pour recueillir la parole, donc il nous fallait tant de gens à former, tant de budget, tant de temps, etc. Enfin, un truc impossible. Et je me suis retourné vers Raymond Gurem, qui a été résistant, interné dans le camp de Lina Montlhéry, et je lui ai dit, évadé, je lui ai dit, cher Raymond, l'autre jour, tu m'as chanté une chanson. Quand tu t'es évadé de Lina Montlhéry, que tes sœurs avaient inventé pour la chanter à la barbe des Français, gendarmes, qui, tous les jours, donnaient le nom de Raymond Gurem et qui devaient s'entendre dire tous les jours « évadé ». La chanson, la voici, et Raymond Gurem l'a chantée ce jour-là. « Ce coquin n'en me n'a pu faire, un gamin de 15 ans l'a montré, que ce n'est pas une affaire de sauver tout étant enchaîné. C'était pour une bagatelle qu'on l'avait mis au cagibi, mais sa colère était telle que le soir il est parti de Lina Montlhéry. Les gendarmes se mirent à ses trousses, mais ils n'ont pas pu le rattraper. Ils sont revenus tous bredouilles, le chef avait l'air d'une andouille, et si Dieu le veut bien, c'est pas aujourd'hui ni demain que nous reverrons notre frangin. » Et les gens du CNRS faisaient la gueule, et une des filles de Raymond Gurem avait 93 ans, qui devait avoir 60 ans à l'époque, s'est tournée vers son père et lui a dit cette phrase que je n'oublierai jamais et qui voulait tout dire. Elle lui a dit « Papa, tu ne m'avais jamais chanté ça. » Merci beaucoup. Ben, c'est sur cette belle histoire... vous n'êtes pas obligé de me parler de cette manière-là, d'ailleurs. Non, je voulais juste préciser par rapport à votre intervention, madame, qu'en France, il y a eu un basculement. Il y avait 300... Alors, je ne sais pas au niveau des tziganes, mais au niveau des juifs, il y avait 300 000 juifs en France. Il y en a 76 000 qui ont été déportés. Et que la France, quand on fait la cartographie de l'Europe, il y a eu nombre de justes. D'ailleurs, à ce sujet-là, la LICRA organise tous les 2 ans ce qu'on appelle les journées des justes. Et on ne peut pas essentialiser comme vous le faites.